Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième mi-temps du Midol. Changement de présentateur aujourd'hui, Vincent Franco, l'idole n'est pas là. On va débriefer cette 25e journée du top 14 ensemble. Avec moi en plateau deux stars, Yanis Guillou et Vincent Bissonnet. Messieurs, comment allez-vous? Deux champions d'Europe surtout. Très bien, deux champions d'Europe, on peut le dire, voilà, dans des disciplines diverses et variées, Effectivement, mais même plaisir. Voilà, Oui. voilà. Yanis est pour l'Union Bordeaux-Bègles et Vincent... Neutre. Ouais, neutre, ouais. Vraiment, Un penchant pour l'Union Bordeaux-Bègles et totalement aucune objectivité en fonction Au PSG, par rapport au PSG. comme on parle pas de foot, je peux être complètement Exactement. et de mauvaise foi. Exactement. Merci messieurs d'être là. Voilà, on va débriefer cette 25e journée du top 14 qui s'est terminée ce dimanche soir avec la victoire du RC Toulon contre l'Union Bordeaux-Bègles, justement, 27-10. Une victoire sans bonus offensif, c'était un peu là aussi tout l'enjeu de cette rencontre. Messieurs, je viens de le dire, c'est une victoire évidemment pour Toulon qui s'est rassuré, etc. Mais le bonus offensif n'est pas là et c'était un peu ce qui comptait aussi énormément dans la quête de cette deuxième place. Ouais, c'est vrai, j'imagine que personne n'est vraiment ravi finalement de ce dénouement entre des Bordelais venus avec une équipe remaniée, mais qui n'ont pas réussi grand-chose ce soir. Alors ils ont évité le scénario un peu du pire, de se mettre en difficulté pour leur deuxième place, et des Toulonnais qui ont renoué avec la victoire, ce qui est pas rien pour eux quand même, parce qu'il y avait une petite période de doute ces derniers temps, une victoire large à domicile, mais qui est insuffisante, voilà, pour vraiment espérer moins d'un cataclysme, peut être en demi-finale directe, et qui dans le jeu, voilà, n'a pas encore retrouvé tout le lien, la maîtrise qu'elle avait pu montrer en février-mars, notamment, voilà, quand elle semblait monter en puissance de manière inéluctable. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure dans la rédaction, cette équipe elle t'a pas forcément rassuré ce soir de Toulon, c'est une victoire, mais en vue des phases finales en tout cas, c'est pas forcément rassurant. Ouais, je trouve que c'est pas un super match pour Toulon parce que Toulon avec son équipe type face à Bordeaux-Bègles qui a son équipe bis, voire bis un peu remaniée. Et pourtant Toulon avec la main mise sur le match n'a jamais réussi à vraiment déborder cette équipe bordelaise. Il y a eu beaucoup de fautes de main proche de la ligne adverse. Et plus que le bonus offensif raté, c'est vraiment ces petites scories, je pense qu'il faut réussir à gommer côté toulonnais. Bon, c'est sûr qu'ils n'étaient pas en confiance après 3 défaites de suite, surtout sur la pelouse de Vannes, à Pau et contre Toulouse. C'est 3 matchs où ils espéraient la victoire et au final ils ont perdu. Donc le plus important c'était de gagner. Ils sont en train de monter peut-être petit à petit en puissance malgré ces petites fautes de main. Voilà, tout n'est pas parfait pour aucune des équipes, Bissot l'a très bien dit. Comment ça se profile un peu justement cette phase finale qui arrive, on est à une journée de la fin, la phase finale arrive très vite. Est-ce que vous trouvez que Toulon est en confiance juste avant cette période ou ça s'annonce un peu compliqué on avait vraiment senti que les Toulonnais, l'élan avait été cassé par cette défaite en quart de finale de Champions Cup. Je pense que j'apprends rien à personne, mais on avait vraiment senti qu'au-delà peut-être d'un hypothétique sacre européen, cette défaite à domicile avec le contexte qu'on connaît, cette pénalité à la dernière minute, avait vraiment cassé l'élan. Et depuis, c'est vrai qu'on n'avait pas retrouvé cette impression de toute puissance que les Toulonnais dégageaient. Moi, je les avais vus jouer à Castres, je les avais trouvés même remaniés, hyper intéressant, très dangereux tout le temps, avec beaucoup de maîtrise balle en main. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une petite opération de reconstruction collective, mentale pour ces Toulonnais qui s'en sont quand même remis à des exploits individuels aujourd'hui. Nicolo surtout qui fait un gros match. Deux futurs partants d'ailleurs, qui ont quand même, avec des exploits individuels, ont débloqué la situation. Mais c'est vrai que collectivement, la mêlée était bonne, évidemment. Il y a des choses positives, la touche aussi. Mais c'est vrai que collectivement, on ne retrouve pas encore le RCT, je trouve, vraiment qu'on avait vu vraiment au début de l'année, qui était vraiment impressionnant et qu'on voyait vraiment comme une sorte d'épouvantail. Je m'interroge un peu pour cette fin de saison. Du coup, là, tu as Serein qui a semblé quand même toucher à la cuisse. Qu'est-ce qui va se passer contre Bayonne? Est-ce que Toulon a intérêt de mettre son équipe type contre Bayonne, tout simplement? Puisque au final, tu vas Bordeaux a son destin en main contre Vannes. Et franchement, vu la forme des Vannetais, tu as l'impression qu'ils sont à 2 doigts d'exploser. Donc, Bordeaux pourrait prendre le bonus offensif logiquement. Et donc du coup, qu'est-ce que Toulon aurait à
gagner, à mettre son équipe type, s'envoyer à Bayonne pour qu'après il joue le barrage avec cette même équipe type et après il y a encore la demi-finale avec l'équipe type, donc ça ferait 4 semaines de suite avec l'équipe type. La question se pose, c'est vrai que oui. C'est toujours une question de rythme et de fraîcheur. Au final, avec la blessure de Serein, celle d'Enzo Hervé, alors Enzo Hervé c'est un protocole commotion, c'est ça qui n'a pas réussi du coup, si j'ai bien compris. Donc aussi malchance dans leur match, puisque c'est Marius Demont qui a dû jouer 10. Tu te poses la question de quel va être l'avenir proche des Toulonnais. Est-ce qu'il ne faut pas abandonner la deuxième place? Tant pis, faut se concentrer sur le barrage, être le plus frais possible pour aborder cette phase finale. Mais au moins, elle est abandonnée maintenant. D'un côté, cette deuxième place, elle est abandonnée. Non, elle n'est pas abandonnée, puisque en cas de défaite, Bordeaux se fait battre. D'un côté, ça clarifie un peu la situation. Ils ne sont pas dans un entre-deux. Oui, voilà. Là, je pense qu'aujourd'hui, à 95%, Bordeaux va finir deuxième. Et c'est vrai que Toulon peut peut-être se permettre, sans que ça porte préjudice à l'intérêt du championnat, effectivement de remettre un peu de concurrence, de faire reposer certains joueurs qui jouent beaucoup. Effectivement, et c'est une stratégie qui serait complètement compréhensible à l'approche des phases finales. Sachant qu'en plus, les Bayonnais qui sortent d'un match un peu galère à Castres ont tout intérêt à redorer leur blason devant leur public, plus assurer leur quatrième place. Je pense que pour Toulon, finalement, le meilleur scénario, ce serait de faire reposer ses cadres et d'aborder la phase finale qui peuvent jouer en plus face à La Rochelle. On en reparlera tout à l'heure. Je pense qu'il vaut mieux avoir des joueurs frais pour ce barrage. Effectivement, ça peut être une possibilité pour le barrage. En tout cas, je vais rappeler rapidement les résultats du week-end. Clermont s'est imposé contre le Stade Français 55-20. Castres a dominé clairement Bayonne 33-3. Le Racing a perdu à domicile contre Montpellier 25-27. Vannes a souffert et a subi contre Pau à la maison 26-52. La Rochelle, on va en parler, a gagné 38-15 contre Perpignan. Et c'était aujourd'hui, messieurs, Toulouse a surclassé Lyon 43-3 et enfin on vient de le dire, Toulon a battu Bordeaux 27-10. On va parler de l'ovation, ça sera notre ovation du week-end. Des Rochelais inarrêtables. Jingle. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas, c'est inné quand tu les lances les jingles. On est avec un spécialiste de La Rochelle, parce que c'est quand même toi qui les suis globalement avec Romain Asselin, mais depuis Toulouse, c'est toi qui les suis. Alors ces Rochelais, on ne les arrête plus. Ils ont enchaîné une 5e victoire de rang. Ils ont gagné 38-15, je viens de le dire, contre l'USAP. Ils sont 6e avec 4 points d'avance sur Clermont. Est-ce que c'est l'épouvantail de cette fin de saison? Est-ce que ça a une belle gueule d'épouvantail, ce Stade Rochelais? Si on prend la photo actuellement du top 14, si on prend un peu le portrait de famille, j'ai envie de te dire oui, plus d'une fois, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a parlé là des Toulonnais qui se cherchaient un peu, des Bordelais qui vont devoir un peu gérer un petit peu l'après-victoire en Champions Cup. Il y a beaucoup d'équipes qui se cherchent un petit peu actuellement. Bayonne qui se cherche, qui aurait pu être un épouvantail, mais aujourd'hui qui est vraiment en manque un peu de repères et de confiance. Et on a ces Rochelais qui reviennent d'un peu nulle part, parce que eux-mêmes, après leur élimination en Champions Cup, parlaient de lutte pour le maintien. Et objectivement, je pense qu'ils étaient sérieux, parce qu'ils n'avaient pas gagné depuis 3 mois, il faut le rappeler. Et là, ils sont sur une série de 5 victoires, avec un. Alors après, si on regarde le calendrier, il y avait un tableau un petit peu favorable, notamment déplacement à Vannes, qui est quand même aujourd'hui le déplacement peut-être le plus abordable du top 14, et réception de Montpellier et Perpignan. Mais plus que cette série de victoires, c'est cette impression de monter en puissance, vraiment, que ce soit individuellement et collectivement. On a retrouvé une équipe qui gagne ses impacts, une équipe qui arrive à tenir le ballon, qui est dangereuse, qui arrive de nouveau à faire des différences. Hier, ils sont à près de 40 défenseurs battus, 9 franchissements. J'ai regardé un petit peu les statistiques. C'est quand même des statistiques de haut niveau et qui n'ont rien à voir avec ce que La Rochelle produisait il y a quelques mois. Donc c'est vrai, individuellement, on a retrouvé Antoine Astoy, on retrouve Carvalho, on retrouve Skelton, Bourgarit. Toutes ces choses mises ensemble, on se dit que le jour J, maintenant, jouer La Rochelle, il y a de quoi avoir peur, parce que toutes les pièces du puzzle sont remises à l'endroit. Brice Dulin, Dylan Leeds, si on prend vraiment tout le puzzle, il commence vraiment à ressembler à quelque chose de super intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Ce qui est fort aussi hier, c'est qu'ils sont pénalisés un nombre de fois incalculable en première période. Les deux équipes, mais La Rochelle, d'habitude, ou en tout cas en première partie de la deuxième partie de saison. Les choses. Aurait sûrement douté dans ce genre de match. Et là, ils ont su quand même retrouver une osmose collective.
positif pour appuyer sur le champignon en fin de match et soigner aussi ce goal average qui peut être important pour la fin de la saison. Là. On n'a pas senti d'inquiétude. C'est vrai que Perpignan, avec des pénalités, tu es revenu à 2 points, je crois. Il y avait 17-15, 2-0. Et on a senti que les Rochelais étaient focus sur le bonus offensif. Et on a senti, moi, j'ai senti aucune inquiétude de leur part. Ils savaient que ça allait finir par payer. Ils gagnaient les impacts, ils avançaient, même si tout n'était pas parfait. Hein, beaucoup d'indiscipline. Mais voilà, que j'attribue plus à des fois une volonté de trop bien faire, trop d'envie et une volonté vraiment de passer la vitesse supérieure dans le jeu. Alors tout n'est pas maîtrisé, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, quand les coachs prennent le tableau final, ceux qui vont jouer la Rochelle au printemps, je pense qu'ils vont pas rigoler. On l'a dit, 5e victoire de suite. Ce déclic, il vient d'où selon toi? Parce qu'on l'a répété longtemps cette saison que La Rochelle, c'était pas du tout une équipe calibrée pour jouer le maintien, loin de là. Il y a eu quelque chose, on a parlé beaucoup du management de Ronan O'Gara avec Astoy, des petites choses comme ça. Toi, selon toi, ça vient d'où ce déclic? Ça vient déjà, je pense que ça vient avant tout déjà de performances individuelles qui ont fait un peu basculer la saison. Il y a des retours. Tawaraka Barlow a connu une saison un petit peu compliquée. Il était quelqu'un qui est très important dans le groupe. Il est revenu à son niveau. Will Skelton a été beaucoup embêté. Il est revenu à son niveau. Pierre Bourgarit monte en puissance. Voilà, quand vous mettez toutes ces petites pièces les unes à côté des autres, ça commence à prendre forme. Et après, il y a plein de fois où le déclic s'est pas produit pour La Rochelle, notamment contre le Leinster, contre le Munster. Il y a eu beaucoup de rencontres perdues un petit peu sur le fil. Et il y a eu cette victoire contre Bayonne à l'arraché. Il y a eu ce drop goal d'Antonin Astoy. Je pense que la vraie bascule, si on prend vraiment en termes de faits marquants, elle est là. Le drop goal d'Antoine Astoy à Vannes, c'est vraiment ce qui leur permet de rentrer vraiment dans la lutte pour les 6. Et après, c'est une histoire de confiance. Si vous avez vu le PSG, il y a 6 mois, ils tiraient 30 fois but, ils ne marquaient pas. Hier, ils ont tiré 15 fois, ils ont marqué 5 buts. C'est une histoire de confiance. Aujourd'hui, les Rochelais ont vraiment retrouvé cette confiance en eux, surtout en ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est ce qui les rend aussi dangereux aujourd'hui. Attention, ils ont Antoine Astoy qui est devenu Dan Carter Prime apparemment là, depuis quelques semaines. C'est quand même assez fou. Toutes les difficultés qu'il a eues ces derniers mois à La Rochelle, là, que sur les dernières semaines. Bon, je pense que le drop, évidemment, ça a dû le libérer. Mais tu as l'impression qu'il est intouchable, complet. Bon, ils auront besoin de lui aussi en fin de saison, surtout là si Grégory Aldrit apparemment est blessé. Mais même si Aldrit est blessé, ce serait pas la fin des haricots, quoi. Il y aurait encore Antoine Astoy pour porter ses Rochelais. Oui, après moi j'étais plus surpris de le voir entre guillemets patiner, douter, ne pas arriver à... Antoine Astoy, tous ceux qui l'ont vu jouer depuis ses débuts en top 14, c'est un joueur qui a énormément de talent et qui en plus... Qui marche beaucoup à la confiance. Qui sait à peu près tout faire sur un terrain. Il s'est attaqué, il s'est géré, il a quand même une bonne longueur de jeu au pied. C'est un défenseur, tout ce qui est plus honnête pour un numéro 10. Après c'est vrai qu'il a vraiment besoin d'être en confiance et d'avoir un paquet qui avance. Ça aussi, ça l'aide beaucoup depuis quelques temps, on va pas se mentir. Et donc je suis pas surpris de le revoir à ce niveau. J'étais surpris de le voir entre guillemets patiner aussi longtemps et à un moment effectivement on a craint. Parce que la confiance c'est quelque chose qui se décrète pas. On a craint de le voir comme ça un peu stagner, pour ne pas dire régresser. Parce qu'en plus la confiance ils lui ont donné. Moi la plus grande marque de confiance qu'on lui a donnée, c'est de laisser partir Russ quoi. Pour Antoine Astoy, Russ qui vraiment est jeune, incarner l'avenir, et tu dis à Antoine Astoy, t'inquiète pas, il sera pas dans tes pattes. C'est toi notre leader, c'est toi notre numéro 10, c'est sur toi qu'on compte pour l'avenir quoi. Ça a peut-être aidé aussi parmi tous les petits trucs de la saison. Il y avait une gestion à 3 qui n'était pas évidente. C'est vrai qu'au moins ça clarifiait des choses. C'est un petit casse-tête que au moins le staff n'avait plus à résoudre. Et j'en profite de rebondir donc sur Antoine Astoy, où se rendra La Rochelle la semaine prochaine. À Pau. À Pau, exactement, pour un match très important, puisque au classement, si La Rochelle s'impose et qu'on peut supposer peut-être une défaite de Castres au Stade Français qui jouera une fois de plus sa survie, ou Bayonne contre un Toulon, on l'a dit peut-être remanié, mais un match intéressant, mais La Rochelle peut peut-être gagner une place puisqu'ils sont à 62 points, Castres 63 et Bayonne 64. Donc La Rochelle joue gros à Pau. Je connais une équipe qui serait pas contente là. Déjà La Rochelle doit avant tout valider sa 6e place parce que si La Rochelle perd et que Montpellier gagne, que Clermont gagne à Montpellier, La Rochelle peut sortir on l'oublie avec il y a même dynamique positive, mais La Rochelle n'a pas encore sa place dans les il y a un autre scénario, c'est là où Montpellier, Clermont perd Montpellier.
mais Pau gagne avec le bonus offensif et 24 points d'écart contre La Rochelle. 24 points quand même. Après, si tu as il a bossé. Il a les fiches. Mais non, voilà, oui, c'est vrai que La Rochelle est un peu. Mais bon, La Rochelle probablement jouera son barrage à l'extérieur. Et effectivement, voilà, celui qui tombera sur La Rochelle, il sera peut-être d'ailleurs les Toulonnais comme il y a un an. Ça ne rappellera pas des bons souvenirs au Varois. Voilà. S'attendra forcément à un très très gros défi. Mais tant mieux, c'est ce qu'on attend de barrage, que ce soit des vraies oppositions. Si La Rochelle gagne une place, je connais une équipe qui ne veut pas être très contente de les retrouver, c'est le Stade Toulousain. Parce qu'ils pourraient les retrouver en demi-finale. Il faut que La Rochelle gagne une place, puis ils gagnent le barrage. Oui. Mais il y a un monde dans lequel c'est possible. Et c'est bien une équipe que le Stade Toulousain rêverait pas d'affronter, je pense, à cette fin de saison, c'est bien La Rochelle. Non, la demi-finale l'année dernière n'a pas été une partie de plaisir non plus pour les Toulousains. Voilà pour notre ovation au Stade Rochelais qui est totalement méritée, voilà, on vient de le dire avec cette série de victoires. Juste peut-être un dernier mot, bravo pour le AK à Carbarlo, j'ai trouvé l'image exceptionnelle et ça m'a fait vraiment plaisir, tu l'as senti très touché. Alors il y a des Australiens aussi qui l'ont fait, il y a Will Skelton et je sais plus qui d'autre. Mais en tout cas il y a Leeds qui l'a fait, donc sud-africain, t'as Antonio quoi La Touille. Je sais plus, mais il y a comment il s'appelle, EA West surtout. Donc du coup, je trouvais que c'était une super image et quelque chose de vraiment touchant puisqu'il a quand même marqué l'histoire du club. Un immense joueur pour le Stade Rochelais. Qu'on retrouvera au Stade Français l'année prochaine. Pour le coup, un des mecs qui a vraiment fait basculer le Stade Rochelais dans une autre dimension. Des idoles, le Paul Arnaud aussi, on peut en parler. Il y en a beaucoup. Hein. Parmi tant d'autres. Voilà pour l'ovation du week-end. On va passer à des choses un peu moins positives. Tout de suite, le jaune bunker. Et on va parler de l'Aviron Bayonnais, justement, on en parlait de ces équipes du top 6. L'Aviron Bayonnais qui s'est incliné assez lourdement sur la pelouse de Castres, 33-3. Une petite alerte avant cette phase finale pour des Bayonnais en difficulté. Grégory Pata en a parlé aussi en conférence de presse, il dit on aurait pu en prendre 50 ou 60. C'est vrai que c'était assez déséquilibré. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez de cette large défaite bayonnaise ? Est-ce que c'est de mauvais augure pour l'entame de la phase finale ou ça n'a pas grand-chose à voir et Bayonne devrait recevoir à Jean Daugé et c'est pas la même histoire ? Ce sont des faux pas qui arrivent dans une équipe, surtout à l'approche des phases finales où tu es un peu en train de calculer tes matchs. Là, il y avait une équipe qui était semi-remaniée aussi du côté de Bayonne pour aller à Castres. Castres qui, lui, pour le coup, vraiment voulait assurer sa place dans les 6 premiers, en tout cas continue sa lutte pour la phase finale. Alors certes, ils sont passés à côté, voilà, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Ils se sont fait asphyxier du début à la fin, et notamment offensivement, c'était très pauvre, quoi. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi. La semaine prochaine, il y aura l'occasion parfaite pour se rattraper justement contre Toulon à domicile. Et après, viser un barrage à domicile, ce qui serait, je pense, la récompense, la plus belle des récompenses pour cette équipe-là, qu'il mérite et qui, je pense, c'est son objectif de la saison, quoi. Après, il y aura pas, on vise pas vraiment le titre à Bayonne, on espère l'avoir, mais c'est pas vraiment un objectif qu'on se dit réalisable au début de la saison, quoi. Donc, je pense que c'est juste un faux pas. Pas prendre plus la tête que ça et juste Craig Patat, il est obligé de faire ce genre de discours pour remobiliser ses gars parce que sinon ils vont s'habituer à la médiocrité. Là c'est juste histoire de secouer le cocotier, mais faut pas s'inquiéter pour Bayonne, je pense. Vincent, ça reste un jeune pour moi. Juste jeune. Oui. Après revisionnage de la vidéo. Qui a le plus de chances selon toi de recevoir un barrage à domicile entre Bayonne et Castres ? Alors on le rappelle, Bayonne reçoit Toulon, et tandis que Castres ira au Stade Français. Il y a un point d'écart entre les deux. Castres a fait le boulot, en tout cas ce week-end. Est-ce que on peut parler de préférence, pas de préférence, mais pour toi, est-ce qu'il y a un favori Non, il y a un vrai ascendant pour Bayonne qui déjà est devant le classement et qui va recevoir Toulon. On l'a dit, Toulon qui va peut-être venir chercher des choses sûrement à Jean Daugé, mais qui aujourd'hui qui n'a pas son destin en main pour finir deuxième, donc qui a peut-être procédé à quelques remaniements, quelques ajustements, tout ça. Donc aujourd'hui les Bayonnais ont clairement leur destin en main, et si aujourd'hui Bayonne échappe le barrage à domicile, ça sera quand même
ça sera vraiment un échec par rapport à ce qu'ils ont produit cette saison. Et ça serait surtout inquiétant voilà, pour la dynamique en vue des phases finales. Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette alerte contre Vannes à domicile où ils auraient très bien pu s'incliner. Il y a cette défaite chez un concurrent direct à Castres où ils pouvaient vraiment faire une bonne opération comptable. Voilà, il y a quand même des signaux qui sont... voilà, je pense que Greg Pata, quand il ne parlait pas que de ce match, je pense que c'était plus par rapport à la dynamique générale de son équipe. Voilà, et le défi pour lui, ça va être d'arriver à la relancer en un temps record, quoi. Après, on sait que c'est une équipe qui est très, très solide à domicile. Mais voilà, il y a avoir beaucoup de choses à gérer, notamment sur l'énergie, mais mentalement aussi, voilà, avec... un costume assumé, quoi, un statut assumé. On sait que c'est pas toujours une chose facile quand tu es un club qui arrive parmi les ténors du championnat. Je crois surtout qu'on attend tout simplement beaucoup de Bayonne, puisqu'ils nous ont habitués à être peut-être un tout petit peu en sur-régime par rapport à ce qu'ils sont. Pour moi, en tout cas, on les a vraiment vus, top 4, plus proches de Toulon que proches du reste de leurs concurrents durant toute la saison. Et oui, ils étaient vraiment, forcément, tu as des coups de moins bien dans la saison. Je pense qu'ils étaient un peu en sur-régime au bout d'un moment où ils enchaînaient les succès et ils étaient vraiment très forts. Après, ils ont des super joueurs, un super recrutement, on l'a assez loué ici. Mais tout simplement... il n'y a pas le feu. En tout cas, la qualification est assurée à 99%. Le top 8, qui était l'objectif de la direction, il est validé. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, dans tous les cas, la saison de Bayern sera, quoi qu'il arrive, réussie. Mais voilà, c'est vrai que forcément, on attend, vu ce qu'ils ont montré, on attend aujourd'hui qu'ils soient à la hauteur de leur nouveau statut. Oui, et puis une belle fin pour Camille Lopez. C'est vrai. C'est bien aussi. Qu'il puisse finir sur un drop à domicile pour donner la victoire en barrage et après il joue sa demi-finale en freestyle là, c'est bon. Tu vois. Bon, mais merci messieurs, on va basculer tout de suite dans l'adversaire puisqu'on va parler du MVP la grande mêlée avec Nathanaël Huleux. Nathanaël Huleux, vas-y. Wilfried, il aurait pu être en Pro 2. C'est vrai. Nathanaël Huleux, qui est donc le joueur de la semaine, la grande mêlée, avec 81 points. Au-delà de la performance de Nathanaël Huleux, qui s'est offert un doublé, on va parler aussi de ce CO globalement, voilà, pour rebondir un peu sur ce qu'a réussi à mettre en place Xavier Sadourny à Castres. Franchement, c'est très beau, c'est propre, c'est inquiétant pour les adversaires de Castres aussi. C'était un match... pré-phase finale, on peut dire, entre deux équipes qui vont la jouer. Comment tu vois cette équipe castraise dans ce top 6 ? Tu parlais un peu de la photo de famille, tu mettais La Rochelle en épouvantail. On a du mal un peu à situer cette équipe castraise. Souvent, on la qualifie de surprise parce que cette phase finale, ça démarre en bas et ça finit souvent, parfois en haut. Cette saison, tu les vois comment, ces Rochelais Vincent c'est Castré Vincent, pardon. C'est Castré, ils sont un petit peu déroutants, hein, parce que notamment à domicile où ils ont fréquemment été accrochés. Et ce qui m'a souvent marqué, c'est leur capacité à vraiment faire basculer la pièce de leur côté, quoi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué, cette détermination qu'ils ont. J'ai des exemples, il y en a plein. Hein. Contre Toulon, ça avait été in extremis. Contre Trévis, ça avait été in extremis. Des matchs comme ça, il y en a eu énormément. Et je trouve remarquable de cette équipe qui évolue, parce qu'aujourd'hui je pense que rubistiquement c'est une équipe qui a rien à envier à la plupart des autres grosses écuries du championnat. C'est une équipe qui produit vraiment un jeu très intéressant. On l'a encore vu ce week-end, hein, Julien Dumora qui nous fait encore des relances comme s'il avait 20 ans. Il y a le petit Chabouni qui perd, il y a Huleux qui s'est bien relancé ce week-end. Il y a plein de joueurs hyper intéressants. Le CO a élargi sa palette tout en gardant cette espèce de détermination qu'en fait toujours une équipe tellement difficile à jouer. On voit encore ce week-end Mathieu Babillot qui vous gratte des ballons. Ça fait 10 ans qu'il le fait et il y arrive encore. Ils ont toujours pour moi ce rôle un petit peu de poil à gratter. Et voilà, je pense que les équipes qui vont prendre le CO en phase finale savent que c'est un vrai piège, voilà, parce qu'on les attend toujours un petit peu moins que les autres. Ils ont toujours ce statut qu'ils aiment bien avoir, un peu d'underdog, comme disent les Anglais, mais ce qui les rend vraiment dangereux. Je pense que le CO dans tous les cas s'accrochera fort quoi qu'il arrive. Je ne dis pas qu'ils iront en demi-finale ou en finale, mais ça sera un adversaire vraiment pénible à jouer. Toi aussi tu le vois comme un piège, Yanis, cette équipe castraise qui a l'habitude de l'être?
Bien sûr, bah, comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est toujours le piège quand tu joues Castres. Tu vas à Castres, c'est un piège, tu reçois 4, c'est un piège. Non, mais aussi, on s'attendait de voir comment ils allaient réagir, tout simplement, après l'immense drame qui les a touchés dernièrement. C'est un peu des drames qui peuvent soit te surmotiver pour la fin de la saison, soit vraiment t'enfoncer quand tu tombes dans la déprime, tout simplement. Et ils ont su quand même gérer cette partie-là extra-sportive qui n'est pas simple du tout à gérer. Pour l'instant, pour rebondir sportivement, contre Bordeaux, c'était déjà très bien ce qu'ils ont montré sur le terrain. Là, encore une fois, bah, c'est juste parfait. Et puis, ils ont des joueurs, il a dit Vincent, enthousiasmants et jeunes, surtout la relève, est prête à prendre le pouvoir. Quand tu vois derrière Théo Chabouni, la deuxième partie de saison qu'il fait, il te met du Mora sur le banc. Louis Lebrun, évidemment, qui est maintenant un indéboulonnable. Et puis sur les ailes, puisqu'on rend hommage à Nathanaël Hule Bagé, bah, excuse-moi, ça fait rêver des fois. Hein. T'as envie de leur donner le ballon et de voir comment ça peut créer. En plus, ils sont complémentaires, puisque là où Bagé est beaucoup plus créateur et va beaucoup plus chercher des ballons dans l'axe, dans le jeu, Hule est vraiment pour moi un finisseur. Donc c'est quelque chose de super intéressant pour le CO qui s'appuie maintenant sur ses fosses de derrière avec un régulateur qui est Jack Goudiou. Qui est assez exceptionnel. Donc le CO, je ne sais pas si le CO fait peur, puisque tout le monde sait qu'il faut s'en méfier. Mais le CO continuera en tout cas de jouer son va-tout et d'être une équipe intéressante à regarder. Bon, mais très bien, tu voulais rajouter quelque chose? Non, une équipe complète, je crois que tout est dit. Voilà. On va basculer sur le 15 de la semaine, puisque voilà, il y a d'autres équipes évidemment, et on va parler notamment, entre autres, de Clermont, via un demi de mêlée qui a fait des étincelles sur la pelouse du Michelin. Dans ce 15 de la semaine, on va retrouver Julien Dumora, Maël Moustin, Emilien Gaëton, Santiago Chocobares, Joutaoué Nicolo, Anthony Boutier et Baptiste Jonot, donc on va en parler. Esteban Abadi, Sowakula, Haddad, Flamand Oradou et Awaz Bourgarit Walker. On va revenir sur ce demi de mêlée, messieurs, qui est Baptiste Jonot, côté Clermontois. Si je me trompe pas, il fait 2 passes décisives, une à Bello et 2 à Bello, je crois. Non, une à Bello, une à Fouissac, je crois. Une à Fouissac, oui. Une à Fouissac. Sur son coup de pied par-dessus, ouais. Et donc ben voilà, on va en parler un petit peu. Clermont, d'abord, on va parler un peu de Clermont à 2 vitesses. Une première mi-temps assez inquiétante, assez inhabituelle. Et par contre, une deuxième mi-temps où ils ont clairement étrillé le Stade Français. Ce Clermont-là aussi, il est en embuscade. On sait, même Christophe Furios, quand ça gagne, il est un peu énervé. C'est quand même paradoxal ce qui se passe à Clermont. Ouais. C'est une équipe un peu une équipe un peu déroutante, clairement. Et je crois que même pour Christophe Furios, c'est vrai que c'est une équipe qui a eu une saison un peu illisible, je trouve, qui était assez prometteuse au départ et qui n'arrivait pas à concrétiser, qui est vraiment montée en puissance. Et cet hiver, on pouvait se dire que ça pouvait vraiment être un prétendant au top 4 avec un très gros pack, avec des fulgurances derrière. Puis ils se sont un peu perdus, sans qu'on comprenne vraiment comment. Voilà, ils ont perdu le fil un peu de leur saison et ils reviennent là dans un match qui ressemble un peu à leur saison, quoi. C'est vrai que c'est une équipe qui est déroutante, mais c'est une équipe qui est intéressante, qui a vraiment des joueurs avec une espèce de super pouvoir. Il y en a 2 qui ont été nommés dans l'équipe de la semaine, hein, Baptiste Jonot avec cette espèce de pouvoir d'accélération qu'il a. Alors il réalise peut-être pas la saison constante comme il aurait voulu la mener, mais ça reste un joueur fabuleux par rapport à ça. Et là, quand il a crevé l'écran en deuxième mi-temps. Et ce Pythagus Sowakula aussi, qui est un joueur assez méconnu. Et c'est vrai que c'est des mecs comme ça qui sont capables de faire basculer des matchs. En fait, clairement une équipe dangereuse, mais aujourd'hui une équipe qui va peut-être, probablement, je ne sais pas ce qu'il faut employer comme conditionnel, un niveau de conditionnel, mais rester aux portes du top 6. Et je trouve que c'est un peu dommage vu le potentiel qu'ils ont montré par moment. Ouais, faudrait qu'ils gagnent Montpellier. On l'a dit tout à l'heure, de toute façon, c'est défaite de La Rochelle et voilà, ils ont vraiment pas leur destin en main. C'est compliqué. Un mot sur la performance de Baptiste Jonot et plus globalement sur le joueur. On va commencer à en parler un petit peu parce que l'été arrive de cette fameuse tournée en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir peut-être une carte à jouer dans ce 15 de France? Évidemment. Version non premium ou non finaliste, appelez ça comme vous voulez. Si c'est non finaliste, alors ça dépend de ce que va faire Baptiste sur la fin de la saison.
saison, mais pour moi, il est avec. Parce que j'imagine que Lucu peut être parmi les finalistes, ou en tout cas a beaucoup joué cette saison, donc pour être protégé. Il est, pour moi, dans les 2 meilleurs demi-mêlées français avec Nolan Le Garec. Jean-Baptiste Couillou est blessé. Oui, voilà. Baptiste Couillou est blessé, il s'est fait opérer de l'épaule. Enfin, il va se faire opérer de l'épaule d'ailleurs. Donc oui, il a déjà été appelé maintes et maintes fois. Il a tourné en Argentine l'année dernière. Donc c'est quelqu'un qui amène beaucoup de dynamisme, beaucoup de danger au bord des rucks, qui aime beaucoup prendre l'initiative, peut-être parfois un peu trop. C'est ce qui lui a été reproché en tout cas en début de carrière, qui devait être un peu plus dans la gestion, donc il essaie de progresser par rapport à ça. Il a quand même eu aussi un rôle assez vite de leader, clairement. Voilà, Christophe Furios qui l'a mis capitaine assez vite dans sa carrière. C'est quelqu'un qui doit quand même progresser dans... voilà, Bissot l'a dit, sa régularité. Au bout d'un moment, faut être capable, quand tu es surtout un leader dans une équipe, de savoir calmer le jeu quand il le faut, pas tomber. Il est capable de tomber dans la folie offensive et dans la beauté quand il est bien, mais aussi d'enchaîner les coups durs quand il est mal. Faut savoir doser ça. Mais là, quand ça tourne bien. Coup de pied par-dessus, tampon, accélération, passe, vision du jeu. C'est ce qu'on demande à un demi-mêlée. Offensivement, il a toute la palette. C'est Antoine Dupont, quoi. Offensivement, il a toute la palette pour faire les exploits. Oui, voilà. Et puis beaucoup d'explosivité. Voilà. C'est ce que je retiens. Je pense que c'est le mot que je retiendrai de lui, c'est l'explosivité. Ouais, c'est l'un des 9 les plus prometteurs en France. Maintenant, voilà, c'est entre guillemets pas facile, mais pas du tout même. Mais c'est bien d'être parmi les prometteurs, mais c'est mieux de confirmer. On en attend beaucoup de lui aussi. Il y a cette pression aussi sur ses épaules, mine de rien, parce que on a parlé de Dupont en exagérant évidemment, ou de mecs comme Le Garec, mais Jono, on en a attendu beaucoup aussi. On se rappelle, il y a sa hype. On a un niveau de, je pense aussi, d'attente vis-à-vis de nos demi de mêlée. Qui est incroyablement élevé par rapport à Dupont. Par rapport, il y a Dupont, mais aussi la progression de Maxime Lucu qui a placé la barre très haut. Un vrai vivier, Baptiste Couillou a un demi de mêlée qui met 15-20 essais par saison et qui n'est même plus appelé en équipe de France. On place la barre tellement haut. Serein, Le Garec. Voilà. Baptiste Serein, pareil, des demi de mêlée de très très haut niveau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Baptiste Jonon, on le juge aussi un peu à l'aune de toutes ses références. Pas vous mentir, il y a 10 ans, je pense que Baptiste Jono, c'était la nouvelle pépite du 15 de France. À l'époque où on avait un vrai creux générationnel, on lui aurait gonflé les clés du camion 100 fois. On devait naturaliser des mecs. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Baptiste Jono, on le juge par rapport à tous ces grands alter ego. Et c'est vrai que voilà, on lui trouve des petits défauts. Parce que c'est vrai qu'on aime bien. En plus, on pardonne toujours moins les choses aux gens talentueux. Donc c'est vrai que voilà, on a un peu dur avec lui. Je pense que Christophe Furios l'est aussi, mais parce qu'il sait qu'il est capable de faire mieux et parce qu'il en a besoin aussi pour que clairement aujourd'hui passe le cap du top 6, parce que ce qu'ils ne vont peut-être pas faire cette année. Parce que le problème, c'est pourquoi on attend beaucoup de Baptiste Jono, parce que tu as l'impression que c'est un peu une des seules pépites clermontoises qui peut guider cette équipe. Maintenant que Damien Penaud est parti, tu as l'impression que c'est lui qui a les clés du camion et c'est lui qui doit qui doit augmenter le talent de ce groupe, quoi, qui doit les porter et les prendre sur ses épaules pour avancer, quoi. Donc c'est pour ça qu'on attend beaucoup de lui, je pense aussi. Très bien, messieurs. Très bien. Une très bonne analyse sur Baptiste Jono. Bon, écoute, c'est notre métier, on est payé grassement pour ça, donc on essaye de faire ça. On regarde des matchs. Ouais. Non, mais ça fait du bien d'avoir des joueurs talentueux. On en a trop. Et en fait, ce genre de mec, peut-être qu'on regrettera dans... C'est le choix du riche. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que quand tu vois le talent du gars, c'est compliqué. Oui, mais alors après, là, il y a une analyse de fond à faire. Mais pourquoi aussi? Parce que peut-être la réforme des gifs qui permet de faire jouer de plus en plus tôt ces joueurs-là. Donc, je pense que les regrets, c'est avant tout de ne pas avoir mis une politique qui avantageait davantage les jeunes avant en équipe de France. Oui, bien sûr. Oui, bah là, pour le coup... c'est le temps au temps. Oui. Le temps n'a pas le temps pour le temps, disait un grand philosophe. Voilà, on a fini à peu près globalement notre tour, donc maintenant ça va être un peu freestyle, on va parler un peu de tout. On a fait le boulot, Ashraf en régie l'a vu. Voilà, il me fait un pouce. Non, on va parler un peu de Vannes aussi, messieurs, parce que bon, ça a été un long chemin de croix pour ces Bretons toute cette saison, même si mais juste, ça a été un long chemin de croix parce que long chemin de croyance. Non, mais ils ont toujours été parce que le long chemin de croix, ça veut dire c'est négatif. Oui, parce que c'est après, si vous me laissez quoi. pas finir, je peux partir si vous voulez. Non, mais vas-y. Ça a été un long chemin de croix parce qu'ils ont navigué toute la saison dans les eaux troubles, alors que ce qu'ils montraient sur le terrain méritait peut-être mieux. Ils ont accroché énormément de monde. Il faut laisser finir les gens, c'est pour ça. Ils ont accroché énormément de monde.
Et malheureusement, là, ça semble fini pour eux parce que même Jean-Noël Spitzer l'a dit en conférence de presse. Quand ton manager acte que c'est fini, c'est quand même mal parti pour toi. Il a l'expérience. Ils l'ont dit, tu sais, la Fage, quand il parlait après le match avec, je sais oui, c'est d'autres. Oui, c'est d'un relégué, oui. On y reviendra, il a dit. Bon, c'est qu'en général, Mais qu'est-ce que vous retiendrez de cet exercice de ces vantés? Parce que, comme je l'ai dit, c'est mon avis, mais je trouve qu'ils ont accroché beaucoup de monde. Ils ont jamais lâché. Ça a été très dur pour eux. Mais malgré tout ça, moi, je garderai un dernier qui s'est quand même employé. Ils sont à 4 points à la dernière journée, alors que bon, il y a beaucoup de championnats où il y a un plus grand écart. Non, mais je trouve que pour un promu, bon, ça va paraître peut-être, ça fait un peu le mec qui prend le contre-pied un peu flatteur, mais je trouve que je trouve que c'est un des promus qui s'est le mieux tenu de ces dernières années, alors que c'est un de ceux qui partait entre guillemets de plus loin, parce qu'il n'y avait pas de vrai vécu, il n'y avait pas de vécu du top 14 dans ce club, parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus autour de l'effectif, de la capacité des mecs qui avaient brillé en Pro D2, la capacité de ces mecs à se hisser au niveau top 14. On pensait, on était peut-être plusieurs à penser que Vannes allait finir avec 15-20 points de retard sur la 13e place. Et je suis assez quand même impressionné par ce qu'ils ont produit, par la constance. C'est vrai que là, la chute est rude, mais jusqu'à la 25e, même jusqu'à la 26e journée, ils seront en lice. Oui. Et jusqu'à la 25e journée, les Catalans n'étaient pas sereins parce qu'il n'y avait que 4 points d'écart. Et donc voilà, je trouve qu'ils ont été remarquables. Ils ont accroché énormément d'équipes. Après, comme tu disais, il y a eu tellement de défaites rageantes pour eux. Contre Bordeaux, ils mènent 29-0, ils perdent 29-37. Contre Perpignan, ils mènent de 10 points et ils font égaliser à la dernière minute. Il y en a eu tellement des défaites contre Clermont, à Bayonne. Ce qui est rageant pour eux aujourd'hui, je pense, ils peuvent être fiers de leur parcours, mais ce qui est rageant pour eux, c'est qu'ils avaient les moyens de se maintenir. Ils avaient les moyens de se maintenir dans un top 14 qui, en plus, qui est redoutable. Perpignan l'année dernière au port du top 6 et qui se retrouve à lutter pour le maintien. Stade Français qui lutte pour le maintien. On va avoir un maintien encore à plus de 40 points cette année. Ils auront eu aussi des victoires de prestige pour avoir bossé la victoire contre La Rochelle, contre Toulon aussi. Ils ont eu des moments forts quand même. Ouais, mais je leur reprocherais presque d'avoir fait ces victoires un peu tard. Bon, pas La Rochelle, mais Toulon, tu vois, d'avoir ce match référence à domicile un peu tard. Mais malheureusement, le constat aujourd'hui, c'est un constat d'échec, puisque le club va descendre en Pro E2. Et même si je pense que ces Vantés peuvent être fiers, puisque en même temps, cette équipe a permis de mettre Vannes sur la carte de la France du rugby, quoi. Maintenant, tout le monde sait comment ça se passe à la Rabine. Tout le monde sait que Vannes, c'est pas que du folklore non plus, c'est aussi du rugby et qu'ils sont capables d'accrocher toutes les équipes. Ils ont mis trop de temps à démarrer dans ce championnat. Ils ont eu peut-être un complexe d'infériorité au début. Mais au final, ça me laisse presque des regrets, tu vois, alors qu'en début de saison, je les voyais finir largement derrière. Et au final, ils accrochent le truc et tu te dis, il leur manquait rien, peut-être de croire en eux au début et de voilà. Peut-être un peu de profondeur de banc. De profondeur de banc, parce que là, c'est vrai que après, c'est dur. Voilà, contre Pau, tu sens qu'ils sont cramés là. Au final, leur effectif, la plupart de leurs choix ont été payants. Mako Vunipola, Francis Saïli, c'était très bon choix. Rayassi, c'était un très bon choix. Ils avaient presque, pour moi, ils avaient presque tout bon, mais ils ont quand même bien optimisé leur potentiel par rapport à leur point de départ d'où ils partaient encore, si on pense il y a 2-3 ans. Voilà, ça n'a pas suffi. On ne peut souhaiter que la remontée pour cette équipe qui vraiment a fait honneur au top 14 et a vraiment été intéressante à suivre. Dans le chat, on leur reproche, qui vient de se rallumer à l'instant, on leur reproche de ne pas avoir pris assez les points au pied. Bon, ça c'est à certains moments clés. Après, ils finissent avec la Fage meilleur réalisateur quasiment du top 14. Après, c'est une tendance aussi beaucoup dans le rugby moderne de ne plus prendre les points, d'aller en touche, de miser sur les pénales touches. Oui, après, on a toujours la tentation de réécrire un petit peu l'histoire comme ça. Peut-être à Bayonne, je ne sais plus exactement à quel match. Oui, il y a des matchs, effectivement, je me souviens. Ils prennent le bonus offensif s'ils ne vont pas en touche. Je me souviens de tournant comme ça. Après, voilà, à ce niveau, c'est tellement. Les entraîneurs parlent souvent de détails. C'est vrai que même nous, on en a marre d'entendre ça, les détails. Mais là, typiquement, sur l'exécution technique, sur la justesse des choix, sur la gestion des temps forts, il y a trop souvent eu des détails qui n'étaient pas en leur faveur. Après, il n'y a pas de hasard. Les détails, ils basculent souvent en faveur de ceux qui ont le plus de talent ou d'expérience. Aujourd'hui, Vannes partait avec un petit peu moins d'armes que les autres.
Ah, puis il y a eu vraiment trop de matchs où ils ont pris l'eau aussi là contre Pau. Après, ça a été vraiment. T'es censé jouer ta survie, t'es complètement cramé en fait physiquement. Je pense que là ils arrivent au bout du rouleau. Oui, ils ont pas mal de blessés en plus, donc ça commence à être très compliqué. J'ai le souvenir aussi d'un match à Castres sous la pluie où c'est inimaginable de prendre un tel score alors qu'il y a une pluie pareille quoi. Donc ça fait partie des paliers de progression pour Vannes. Ils savent maintenant comment ça se passe et je leur fais confiance pour revenir dans 2 ans et tout casser. Puis c'est une belle expérience en magazine, mine de rien, d'avoir vécu une saison comme ça. Voilà, ça te il faut voir comment ils gèrent après pour conserver les mecs ou pas. Si tu as Mako Vunipola encore en Pro E2, ça peut faire quelques dégâts. Ils perdent très peu de joueurs. C'est ça qu'ils ont. On parlait des individualités, Mako Vunipola de ça, mais c'est surtout collectivement qu'ils ont été bons. Ce qui fait que d'un côté, c'est pas un club qui va être pillé, comme des fois des clubs auraient pu être pillés par le passé, parce que il y avait des pépites qui étaient. Voilà, on voit vraiment que c'est le collectif qui a permis à Vannes d'exister dans ce top 14. Je crois qu'ils gardent quasiment leur ossature en intégralité. J'ai le chat qui est revenu, alors j'en profite. Il y a Tundal qui pose une question et on a une chance avec nous, c'est qu'il y a un des monsieur transferts de la rédaction. Est-ce qu'ils perdent beaucoup de joueurs à l'intersaison? Est-ce que tu as la... Comme ça, ce que je viens de dire, je crois pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de. J'ai pas les fins de contrat en tête, j'ai pas tout ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont sur le départ à Vannes. Ils ont prolongé Gorissen. J'ai pas l'impression, non. Rayassi peut-être. Peut-être Rayassi encore, cependant, il a été annoncé nulle part, donc je pense pas. Après, un ailier non-gif, un ailier non-gif, si tu traverses pas le terrain, c'est dur de rebondir. Il fait une grosse. Non, mais mais si t'es pas dans le top 10, c'est dur de décrocher un nouveau contrat. Un mec comme Max Lafage, personne ne vient le chercher. Non, mais Max Lafage, il a typiquement le profil pour rester en Pro E2 avec eux. Non, mais je pense qu'en plus, c'est un peu comme à Perpignan à une époque. Je pense ils ont créé un collectif avec des mecs qui je pense, qui pour la majorité sont partie prenante du projet sur le moyen terme au moins. C'est-à-dire qu'il y aura des descentes, mais il y aura aussi des remontées, des reconquêtes en Pro D2, des titres de champion de Pro D2 peut-être. Et j'ai l'impression que la plupart des mecs dans le groupe sont dans cette optique. Et même, je crois que même Vunipola, Saïli, je pense qu'ils auront tous encore de l'aventure. Oui, puis il faudra continuer d'étoffer, puisque comme tu l'as dit, leur problème cette saison, et c'est une des raisons pour lesquelles Max Lafage est en tête du classement des réalisateurs, c'est qu'ils n'ont pas malheureusement de rotation. Ils n'ont pas assez de rotation. Il a fait combien de matchs Lafage cette saison? C'est impressionnant. Et c'est aussi parce que c'est un bon buteur, évidemment, et que c'est un bon joueur qui a marqué en plus ce week-end, je crois. Mais il n'y a pas assez de rotation pour cette équipe pour espérer autre chose, quoi. Même le petit Tacola qu'on a annoncé un peu Tacola, mais pas. Enfin voilà, aujourd'hui va rester à Vannes. Très bon Tacola. Il y a Mukuro qui part à Lyon, voilà, 2-3, mais c'est vrai qu'à 90%, Bressler, Carré, des trucs comme ça, mais à 90%, ce sera le même effectif l'année prochaine. Messieurs. Oui, Gorissen a prolongé en plus leur âme. Ouais. Ah oui. C'est lui qui avait capitaine. Messieurs, merci. On va juste conclure en disant quand même que le Stade Bordelais a remporté le championnat d'élite 1 chez les filles et que Aurillac s'est maintenu en Pro D2 après avoir battu Chambéry. Pas match. Pas match, non. Je sais pas si vous voulez. Tu vas en dire 2 mots, Yanis, peut-être? Ah non, juste qu'il y avait 2 classes d'écart et que Chambéry, je pense, a été bien carbo de sa saison et surtout après un vrai coup, après sa finale contre Carcassonne perdue de si peu, et Aurillac en mission avec un Lucas Houdard et un Hugo Sun juste exceptionnel. Il n'y a pas eu photo et on a direct vu, je pense, dans les 10 premières minutes qu'il n'y aurait pas match. Pas vu la saison d'Aurillac, c'était pas une surprise de les voir. Non, puisque c'est pas. Ils avaient fait une relativement bonne saison. Et ce qui est fou, c'est que par contre, l'heure où on parle, alors Nice est en suspens pour être maintenu en Pro E2. Oui. Vu que Biarritz, ça se joue devant la 2R. Voilà. Donc la régulation du rugby français. Quel feuilleton. C'est un dossier complexe là. Oui. On va pas en parler maintenant. Je te le dis. Parce qu'en fait, du coup, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir. Non, mais. Lucas Houdard est formé à Villefranche de Lauragais. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà. Non, mais tu vois, Aurillac, et puis ça fait plaisir aussi de voir que Aurillac, ça fera 19 saisons, je crois, consécutives en Pro E2, donc ce qui est juste exceptionnel. Et tu as des joueurs, ils arrivent à sortir des joueurs de ce calibre-là, des Lucas Houdard, des Hugo Sun. Et Hugo Sun serait parti en plus s'il n'avait pas été maintenu. Et là, ça permet aussi de le voir encore un peu plus dans ce club-là. Et Roméo Gontignac disait à la fin du match,
qui sentait qu'il s'est passé quelque chose et que s'il arrivait à conserver ce groupe-là, même si c'est un groupe, chaque saison on dit qu'il est amoindri et chaque saison on dit putain, il va falloir incorporer des espoirs parce que sinon tu peux pas survivre. Ils se font piller. Bah là, il dit on peut viser plus haut vraiment. Donc bon, j'admire déjà sa confiance puisqu'il vient de gagner le match de barrage. Mais rappelez-vous l'année dernière, Montauban jouait le match de barrage et devait perdre contre Narbonne. Montauban est en finale de Pro E2. Grenoble-Montauban en finale de Pro 2, évidemment, j'avais oublié de mentionner ça. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci à toi, t'as été très bon. Merci, c'est sympa. T'as été super sympa. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine. Ce ne sera pas moi cette fois, mais un présentateur de qualité. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Tu t'assassines là. Et à la prochaine. Je suis pas là.